Ce sont des grands aventuriers que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1 dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous fait revivre l'incroyable épopée des révoltés de la frégate Bounty. Bonjour à tous. La Bounty, ça vous dit quelque chose? Il y a eu tellement de films sur le sujet. Le chef des mutins, Fletcher Christian, a été interprété à l'écran par Clark Gable, par Marlon Brando et plus récemment par Mel Gibson. Prenez le physique ou le profil que vous voulez. En tout cas, c'est bien de Fletcher Christian et des mutins de la Bounty que nous allons parler aujourd'hui. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes moins de 2 ans avant la Révolution française, en 1787, en Grande-Bretagne, à Portsmouth, ou plus exactement dans le port annexe de Portsmouth, à 2 jours de Noël seulement, ce 23 décembre 1787. Ce jour-là, la frégate Bounty appareille à destination de Tahiti. Juste une petite parenthèse à propos de ce nom, la Bounty. Bounty, ça veut dire générosité en anglais, c'est un neutre, ce qui fait qu'on peut dire aussi bien le Bounty que la Bounty. Mais comme c'est une frégate, on a pris l'habitude de dire la Bounty. Donc désormais, je vais dire la Bounty. Cette Bounty, du reste, ne s'est pas toujours appelée comme ça. Lors de son lancement, en 1783, elle s'appelait Bethia. Elle a été rachetée par l'amirauté britannique en mai de cette année 1787 et avec un but très précis, aller chercher à Tahiti des arbres à pain. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arbres à pain? Eh bien, il faut savoir qu'une vingtaine d'années plus tôt, en 1769, le capitaine Cook, qui explorait la Polynésie après le français Bougainville, Cook a donc découvert là-bas un certain arbre, le jacquier, dont les fruits fournissent une farine comestible et même très nourrissante, d'où ce nom d'arbre à pain. En y réfléchissant, les Anglais se sont dit que s'ils parvenaient à acclimater cet arbre à pain à la Jamaïque et en Amérique, eh bien ça pourrait faire une nourriture sûre, bon marché, à destination principalement des esclaves. Vous voyez donc l'idée, la mission de la frégate. Alors on a donc acheté la Bounty, on l'a aménagée spécialement, on a troué le pont arrière pour y installer des caisses, on a monté tout un système pour créer un arrosage à récupération, parce qu'évidemment en mer, l'eau douce est toujours très rare. On a rebaptisé donc le navire qui devient Bounty. On dit, il semblerait que dans la marine, ça porte malheur de rebaptiser comme ça les bâtiments, on verra ce qu'il en est. On a trouvé un équipage, 44 hommes en tout, âgés de 14 à 40 ans. La plupart, disons-le, ont une vingtaine d'années. Et Fletcher Christian, qui est l'adjoint du second, qui va devenir bien sûr notre personnage principal, ça va devenir le chef des mutins, il n'a que 23 ans. Le capitaine lui-même n'a que 33 ans. Vous voyez, il faut avoir conscience de la jeunesse de tous ces gens. Alors, qui est-il, ce fameux capitaine? C'est un simple lieutenant de vaisseau. Il s'appelle William Bligh. Il a servi justement sous le capitaine Cook, ce qui fait qu'il connaît bien la Jamaïque. C'est un excellent marin, et ça, il va le prouver au cours de cette aventureuse expédition. C'est un homme intelligent, perfectionniste, mais qui a un problème. Et ce problème, c'est un tempérament instable, emporté. Il est soupe au lait, qu'est-ce que vous voulez, ce capitaine Bligh. Il faut l'imaginer assez petit, un peu frêle, toujours pâle, avec une voix qui grimpe facilement dans les notes aiguës dès qu'il s'énerve. Or, il s'énerve souvent. Il perd dans ces moments-là tout contrôle de lui-même et ça ne va faire que aggraver la situation. Quand je dis aggraver, parce qu'au départ, déjà, l'expédition a mal commencé. Elle a commencé avec du retard. On était prêt à appareiller dès le 4 novembre 1787 et puis à ce moment-là, les vents étaient tout à fait favorables. Seulement, il a fallu obtenir l'autorisation de l'amirauté. Ça a mis beaucoup de temps, comme souvent avec toutes les histoires de paperasse. Et au moment où arrive le feu vert de l'amirauté, eh bien, les vents sont contraires. Or, le capitaine Bligh et d'une façon générale la frégate sont pressés. Pourquoi est-ce qu'ils sont pressés? Eh bien parce qu'ils ont prévu de gagner le Pacifique par le cap Horn. Or, si l'on tarde, le cap Horn sera complètement pris dans les glaces, ce qui arrive dès le mois de mai. On est évidemment dans l'hémisphère sud. À bord, l'ambiance est donc d'emblée assez mauvaise. Il y a une raison humaine à cela.
Cette raison, c'est l'avidité du capitaine, qui est un personnage non seulement âpre au gain, qui est très mesquin, disons-le. Voilà, il a un tempérament assez mesquin, ce capitaine Bligh. Et il est d'emblée en but à une véritable hostilité dans l'équipage. Alors, le navire avance dans l'Atlantique Sud, on passe l'équateur, les vents sont toujours peu favorables. Tout ça demande beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui fait qu'on va être obligé de remplacer le pain par du potiron acheté à Tenerife. Plus tard, le capitaine va être obligé carrément de diminuer les rations de porc, les rations de bœuf. Bref, disons-le, à bord de la Bounty, on crève de faim, ce qui, évidemment, là encore, aggrave le climat à bord. Sur le fond, je vous l'ai dit, Bligh est un bon capitaine. Ses ordres de navigation sont excellents. Le vaisseau, disons-le, est très bien tenu. C'est un homme qui se préoccupe de la santé de l'équipage. Par exemple, il fait distribuer du jus de citron et du malt à l'équipage contre le scorbut. Enfin, tout ça n'est pas mauvais. Il analyse des documents, car on possède énormément de documents sur cette affaire de la Bounty, ce qui rend le sujet si passionnant. L'analyse des documents prouve que ce Bligh n'est sûrement pas le monstre que le cinéma nous a dépeint. On pense toujours, évidemment, à Charles Laughton dans le rôle, cette espèce de gros bonhomme effrayant. C'était pas du tout ça en réalité, Bligh. Ce qui est certain, c'est qu'en revanche, il est très dur sur la discipline. Mais ça, c'est pas une spécificité de Bligh. À l'époque, les châtiments corporels dans la marine sont très répandus. Il faut pas oublier qu'on a des jeunes recrues qui souvent sont des volontaires plutôt malgré eux, des garçons qui ont été raflés dans les tavernes, qui sont très jeunes, très indisciplinés. Bref, ça marche au fouet sur les navires. Et notamment, en l'occurrence, chez les Anglais, avec un fouet spécial qu'on appelle le chat à 9 queues, qui est un instrument de torture épouvantable. 11 mars 1788, ça y est, ça commence. Le jeune Matthew Quintal, il a 20 ans tout juste, est accusé par Bligh de lui avoir manqué de respect. 12 coups de fouet. On sort le chat à 9 queues. C'est un supplice extrêmement dur et violent. Au début, le condamné généralement arrive à serrer les dents, mais les derniers coups lui arrachent des râles et lui arrachent surtout physiquement des lambeaux de chair. Encore une fois, c'est très dur, mais dites-vous bien que c'est très coutumier. La Bounty, pendant ce temps, approche du Cap Horn. Les conditions atmosphériques se dégradent, des paquets de mer viennent balayer le pont, il y a des embruns gelés, la neige envahit également le pont. Il faut s'arrimer pour ne pas être emporté par certains coups par des paquets de mer. Nombre de marins renonceraient. Pas Bligh. Lui a décidé de tenter l'impossible. Seulement à l'impossible, nul n'est tenu, et après un mois d'efforts, le 22 avril, il finit par renoncer, change de cap. Finalement, la Bounty passera dans le Pacifique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui aura lieu le 22 mai. Pour réchauffer les hommes, il y a toujours les coups de fouet, n'est-ce pas ? Ce 22 mai, John Williams, 25 ans, est accusé par Bligh d'avoir fait preuve de négligence en remontant la sonde. Allez hop, 6 coups de fouet. On ressort le chat à 9 queues. Au Cap, un bon mois à peu près après, il faut réparer parce qu'il y a eu de gros dégâts. On décide de mettre le cap tout de suite sur le sud de l'Australie. Et fin août, ils arrivent dans la baie de l'Aventure, en Tasmanie. À la mi-septembre, on est déjà au sud de la Nouvelle-Zélande. Ils approchent à grands pas, si j'ose dire, du but de l'expédition. Enfin, le 26 octobre, la Bounty est en vue des côtes tahitiennes. Elle jette l'ancre en baie de Matavai. Et là arrivent des pirogues et l'équipage découvre non seulement la nature luxuriante de Tahiti, mais aussi la beauté des autochtones, le caractère accueillant des Tahitiennes. C'est le genre d'endroit où l'on s'éterniserait volontiers. Ça tombe bien, les arbres à pin sont en fleurs, alors il va falloir attendre avant de pouvoir les transplanter. Pour tout l'équipage, c'est le début d'une vie très heureuse, même si évidemment les châtiments dispensés par Bligh continuent. Ainsi, 10 jours après l'arrivée, le jeune Alexander Smith reçoit 12 coups de fouet pour inadvertance, et dans les semaines suivantes, deux autres hommes seront corrigés, un mousse pour insolente et le boucher du bord pour s'être laissé voler un outil, 12 coups chacun. Le 5 janvier, 3 hommes désertent, le maître d'armes et 2 matelots. Bligh aussitôt constitue une sorte de commando qui va pas tarder à aller les débusquer à terre et qui les ramène à bord. Vous imaginez déjà les supplices qu'ils vont subir. On peut dire que finalement, sur la Bounty, on ne s'ennuie pas. Le 27 mars, on installe enfin à bord de la frégate 1015 plants d'arbres à pin.
Ça veut dire que l'heure du départ approche. Le 4 avril, on lève l'ancre et vous imaginez bien que pour tous, c'est un déchirement. Tous ces hommes ont le sentiment d'avoir passé ces quelques semaines, ces quelques mois au paradis. Le second, il s'appelle Fryer, note le 21 avril dans son journal: Monsieur Bligh et Monsieur Christian ont eu une altercation et ce dernier a déclaré au commandant: Monsieur, vos insultes sont telles qu'il ne m'est plus possible de faire mon devoir avec plaisir. Ma vie à vos côtés est un enfer. Et le matin du 27, le commandant Bligh croit remarquer qu'il manque des noix de coco dans le tas qu'il considère comme sa réserve personnelle. Alors il fait son enquête et finit par incriminer l'officier de quart qui n'est autre que ce même Fletcher Christian. Fletcher Christian qui reconnaît avoir pris effectivement une noix pendant la nuit pour se désaltérer. Il ne pensait pas commettre un crime. Bligh rugit, il le traite de tous les noms, et plus le temps passe, et plus les colères de Bligh paraissent irrépressibles, incohérentes. Fletcher suffoque de rage, il ravale ses larmes, et la nuit suivante, il songe à se construire un radeau pour déserter. Seulement, il y a plusieurs hommes qui sont restés sur le pont pour admirer un volcan en éruption, ce qui fait qu'il ne peut pas s'éclipser discrètement. Il va se coucher et quand on le réveille à 4 heures, c'est un autre officier qui le réveille, Stewart. Christian lui confie qu'il va se sauver à la nage, qu'il n'en peut plus, il va prendre une planche et puis s'en aller comme ça. Alors Stewart lui dit: mais c'est inutile, vous pouvez faire mieux. Les hommes sont prêts à tout. Et c'est comme ça que va se décider en quelques minutes une action qui a mis des mois à mûrir. L'équipage de la Bounty, sous l'influence de Fletcher Christian, va se mutiner. Nous revivons cet après-midi sur Europe 1 l'épopée des révoltés de la frégate Bounty et nous sommes à l'instant crucial où tout s'est décidé, Franck. Donc au petit matin, Fletcher Christian a fait, je l'appelle Christian, que les auditeurs anglophones me pardonnent, cette francisation. Il a fait arrêter donc le lieutenant vaisseau Bligh, le commandant. Il lui a fait lier les mains dans le dos, il lui interdit d'ouvrir la bouche sous peine de mort, et on met à l'eau après pas mal de discussions. Tout ça se fait quand même dans un climat d'improvisation assez effrayant. On met à l'eau la grande chaloupe de la Bounty dans laquelle on a fait charger quelques vivres et on fait monter les officiers et quelques matelots dont Christian n'est pas vraiment sûr. Ils sont 18 en tout. Et puis le commandant Bligh, évidemment, qui contre toute attente se montre apparemment conciliant, prêt à négocier. C'est assez étrange. C'est la première fois depuis le départ de toute cette grande expédition que l'on voit Bligh garder son sang-froid et essayer d'entamer des négociations. Seulement, Christian ne veut rien savoir, il refuse toute discussion et il fait bientôt couper les amarres qui reliaient la chaloupe à la frégate. C'est là qu'on mesure les qualités de marin de Bligh, puisque la chaloupe va naviguer seule comme ça pendant 41 jours. Elle va parcourir 6700 km jusqu'au Timor. Or, les 19 passagers arriveront sains et saufs et ils pourront regagner l'Angleterre. D'ailleurs, à leur arrivée en Angleterre, ils sont jugés par une cour martiale, ce qui est naturel. Ils sont jugés pour la perte du navire. Évidemment, ils sont tous acquittés. Seulement, dans le même temps, une frégate de 24 canons quitte Plymouth sous le commandement du capitaine Edwards. Cette frégate s'appelle Pandora et elle a pour mission de retrouver la Bounty, bien entendu, et surtout de mettre la main sur ses mutins. Je suis très heureux d'accueillir l'amiral François Bellec, qui est membre de l'Académie de Marine, qui a dirigé le musée de la Marine pendant longtemps, ainsi que Yves Gély, qui est grand reporter et photographe et qui connaît l'île de Pitcairn, où finalement les derniers mutins vont se réfugier et où ils feront souche. Nous en parlerons dans un moment. Alors, déjà, il faut que nous voyions ce qui se passe, parce que pour l'instant, nous avons laissé le capitaine Bligh avec ses hommes, si je puis dire, avec ses officiers sur cette chaloupe. Ils ont réussi à s'en sortir, ils ont regagné l'Angleterre. Que deviennent les mutins? Ils ne sont plus que 25 à bord de la Bounty à ce moment-là. Et quand je dis 25, il n'y en a que 5 ou 6 qui sont de vrais révoltés. Les autres subissent les événements. Ils n'ont pas le choix de toute façon. François Bellec. Oui, alors effectivement, ils retournent à Tahiti, c'est évident. Et avec une certaine naïveté d'ailleurs, avec pour la plupart l'intention d'y rester. Alors dans un premier temps, Fletcher Christian ne voulait pas aller à Tahiti, parce qu'il s'est dit c'est là qu'on viendra nous chercher. On risquait pas de les perdre là. Ben voilà. Sauf que y a un vote à bord et que sur les 25, il y en a 16 qui optent pour Tahiti, donc allons-y. On peut dire déjà que l'ambiance entre eux n'est pas bonne dès ce moment-là.
A priori, oui, parce que de toute façon, tout ce genre d'affaires, tout ce genre de mutinerie, il y a des tensions internes. Tous les exemples de mutinerie, c'est toujours terminé par des bandes rivales qui sont forcément pas d'accord, qui sont toutes partagées entre l'espoir de quelque chose et la crainte d'un châtiment qui est clairement la pendaison. Ça, il n'y a pas de... Non, mais ça, pour les mutins, on fait pas de quartier, c'est clair. Et donc, il est normal qu'il y ait des tensions dans l'intérieur du groupe. Alors, le 22 septembre, les revoilà donc dans cette baie de Matavai qui leur avait tant plu à Tahiti, où ils avaient déjà passé pas mal de temps, le temps de récupérer les fameux arbres à pain. Alors, une partie des mutins décide de rester là, une majorité d'ailleurs, et puis les autres, avec Fletcher, Christian, vont remonter à bord. Il y a là Williams, Martin, Quintal, Smith et McCoy, autrement dit, presque tous ceux qui ont été sévèrement punis et châtiés sur ordre en tout cas, de Bligh. Il y a également avec eux un enseigne et un jardinier, et puis quelques indigènes, c'est important. Et ils repartent donc, eux. Et où vont-ils ? Est-ce qu'ils savent ? Des indigènes qui ne sont pas forcément entièrement volontaires. Et il est assez probable que les femmes qui les ont emmenés et les hommes qui les ont emmenés n'étaient pas forcément volontaires pour quitter Tahiti. Quel était le but alors ? C'était d'en faire des serviteurs ? C'est-à-dire qu'ils voulaient. C'est-à-dire que je pense qu'en ayant goûté à Tahiti, ça aurait été dommage de partir sans les échantillons des Tahitiennes. Mais c'est le noyau dur qui est parti, pas fou, et je crois que ceux qui sont restés étaient vraiment, alors c'est vrai, moins impliqués dans cette affaire, pouvant espérer une clémence, mais absolument certain qu'on allait, dans un délai rapide, mettre la main dessus, ce qui s'est passé, puisque la Pandora les a retrouvés en 1791. Oui, la Pandora arrive à Tahiti le 23 mars 91. Alors là, évidemment, ça va très vite, tout de suite. Alors, il faut dire que sur ceux qui étaient restés à Tahiti, il y en avait 2 qui étaient morts. Il y avait d'abord eu une bagarre entre ces deux hommes. Il y en a un qui a tué l'autre. Et puis, les indigènes qui étaient devenus les amis du survivant, et des amis du mort, ont tué le survivant. Ce qui fait que les 2 avaient disparu. Mais tous les autres, ils sont récupérés. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que comme le commandant Edwards avait aussi mission d'explorer le détroit de l'Endeavour, qui est au sud du détroit de Torres, il a fait naufrage. Et ce qui fait qu'à part... Il a fait naufrage avec les mutins qu'il avait récupérés. Avec la Pandora, donc deux se sont noyés, et les autres, se sont embarqués et sont arrivés comme Bligh à Timor. Ils ont fait finalement le même trajet. Où ensuite, à partir de là, la justice a continué et a suivi son cours. Ils arriveront à Portsmouth, d'où ils étaient partis 5 ans plus tôt. Ils arrivent le 18 juin 1792, enchaînés évidemment. Ils sont jugés. 6 sont condamnés à la pendaison. Le roi en graciera 2 et la justice en épargne un 3e pour des raisons de procédure qui ont trait au système judiciaire extrêmement complexe des Britanniques. Ce qui fait qu'il n'y en a que 3 qui sont réellement pendus. Finalement, pour une mutinerie qui impliquait plusieurs dizaines de marins, c'est une sanction finalement relativement légère. Oui, qu'on peut expliquer par le fait qu'on a dû considérer qu'ils n'avaient pas été entièrement maîtres de leur action et qu'ils avaient été entraînés par les autres. Alors, ce qui est étonnant, c'est le sort de Bligh lui-même. Bligh, d'abord, a été très heureux d'apprendre qu'on avait rattrapé un certain nombre de ceux qui s'étaient mutinés. On n'avait pas mis la main cependant sur Fletcher Christian, ça c'est un problème. Lui a été, nous l'avons vu, blanchi, acquitté. Il va poursuivre une belle carrière dans la marine royale britannique. Simplement, il a de plus en plus mauvaise presse. C'est un homme qui est détesté de l'opinion publique parce qu'on a appris au fil du procès les mauvais traitements qu'il avait infligés à ces hommes. Oui, ça n'a pas empêché de faire une belle carrière. Effectivement, d'abord, il a refait un voyage pour aller chercher à nouveau des arbres à pain à Tahiti et il les a amenés aux Antilles, cette fois-là. Donc, il avait de la suite dans les idées. Ensuite, il a été impliqué il a eu des commandements, il a été impliqué dans une cour martiale et même pour une affaire d'abus d'autorité. C'était l'histoire d'un officier qui avait été rayé indûment de la liste des malades. Ensuite, ce qui montre qu'on avait tout de même une certaine confiance en lui, il a été nommé gouverneur des New South Wales, c'est-à-dire la future Australie, autour de Sydney. Et là, il a réussi, par son caractère irascible, à déclencher une émeute. Donc, on l'a fait partir.
Et il a tout de même fini, il a été nommé contre-amiral, puis vice-amiral, ce qui est pas mal pour un homme qui était rentré dans la marine comme maître. On a le droit d'être à la fois compétent et désagréable, voire carrément insupportable. Il y en a eu C'était son d'autres, cas. des exemples. Et l'expédition Baudin, par exemple, à l'époque de Bonaparte, en 1800-1804, autour de l'Australie, ça a été un succès scientifique et une catastrophe sanitaire et morale. Baudin avait un seul caractère. Il y a des tas d'exemples comme ça, mais l'époque était dure. Oui, non seulement l'époque est dure, mais on va y revenir bien entendu dans un instant. Les conditions dans la marine étaient particulièrement dures. Il y a toujours ce problème de discipline à bord, bien entendu. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Alors en 1808, donc nous sommes là une vingtaine d'années plus tard, un baleinier américain aborde dans le Pacifique une île inconnue. Et comme ça arrive souvent, quand vous mouillez comme ça au large de l'île, eh bien vous avez des pirogues qui arrivent pour accueillir l'équipage. Et à la stupéfaction de cet équipage américain, les piroguiers, les gens qui abordent, parlent anglais. Alors le capitaine s'étonne, mais qui êtes-vous, leur demande-t-il. Nous sommes anglais, ben oui, mais encore. Qui est votre père? Ah, notre père c'est Alec. Mais qui c'est cet Alec? Alec, disent les jeunes gens, mais vous ne le connaissez pas, eux, ça leur paraît une évidence, tout le monde doit connaître Alec. Finalement, l'équipage met pied à terre et il est reçu par le fameux Alec, qui n'est autre qu'Alexander Smith, c'est-à-dire un des matelots châtiés jadis par l'odieux capitaine Bligh. C'est le dernier survivant des mutinés de la Bounty. Il vit à l'époque avec 34 personnes sur cet îlot, qui sont tous des jeunes hommes et des jeunes femmes et des enfants. Il est le seul d'un certain âge sur l'îlot. Il y a moitié de Tahitiens, moitié d'Anglais, semble-t-il. Et évidemment, on interroge Alexander Smith pour savoir ce qui s'est passé, comment tout ça s'est... Parce qu'il faisait donc, vous avez bien compris, il faisait partie des rares qui, avec Fletcher Christian, avaient repris la Bounty et avaient repris la mer sans savoir forcément où ils allaient. Eh bien, raconte Alexander Smith, pendant tout le temps où Christian a pu veiller sur la communauté, on peut dire que nous avons vécu en bonne harmonie. Seulement, par la suite, les choses se sont gâtées, il y a eu des échauffourées, les gens se sont entretués, et il aurait été le seul parmi les mutins de la Bounty à survivre, ce Smith. L'île a été baptisée par la suite Pitcairn, et encore plus tard, 2 autres commandants de marine anglais, on est encore 8 ans plus tard, qui avaient relâché à Pitcairn, vont faire connaissance d'Alex Smith, qui est vraiment devenu un vieux monsieur et qui leur racontera sur Fletcher Christian une toute autre version. En vérité, dit-il, il se serait montré tyrannique, ce Christian, il aurait été quasiment pire que le Bligh qu'il avait pendant toute une époque combattu, et il aurait fini tué par les indigènes. Seulement, Smith va être incapable de montrer à ces 2 nouveaux capitaines britanniques, il est incapable de leur désigner la tombe de Christian. Or, en 1808, un des derniers anciens officiers de la Bounty, qui s'appelle Peter Heywood, aurait formellement reconnu Fletcher Christian dans une rue de Plymouth. Mais au moment où il lui courait après et l'appelait par son nom, celui-ci aurait pris ses jambes à son cou et aurait disparu dans la brume. Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors il faut que nous revenions sur cet îlot de Pitcairn que vous connaissez bien, vous, Yves Gély, vous y êtes allé. J'y suis allé, oui, bien sûr, mais on y reste très peu de temps sur Pitcairn, parce que l'accès à l'île est extrêmement complexe. Alors peut-être faut-il situer tout ça. Ça se trouve où, cette petite île ? C'est au cœur du Pacifique, c'est une des îles les plus isolées dans le Pacifique, et qui... c'est dur à situer par définition au milieu de la... Voilà, les 2 accès, elle est sur une route qui joint l'île de Pâques l'archipel des Gambiers, à Mareva. C'est les 2 accès, si vous voulez, les plus proches. Donc, pour y accéder, à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques années où je suis allé, il fallait partir avec la marine française qui était à l'époque, et je crois toujours, fournissait l'île en gazoil, c'est-à-dire en électricité. Et donc le voyage prenait un certain temps. D'abord arriver à Tahiti, ensuite un avion par semaine sur Mangareva, ensuite on rejoignait ce navire qui était le Revi, qui est un remorqueur de haute mer,
qui mettaient 2-3 jours ou 4 jours, suivant le temps, pour rejoindre Pitcairn. Oui, donc c'est vraiment plus que très isolé. On risquait pas de les trouver facilement. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment... moi, j'ai ressenti cette histoire comme une machine à remonter le temps. Réellement, je me suis pas mal baladé dans ma vie, mais j'ai jamais ressenti ce phénomène aussi fortement qu'à Pitcairn. C'est-à-dire déjà l'accès à Pitcairn prend du temps, ça c'est la première chose. Ensuite, quand on arrive à Pitcairn, on arrive face à une forteresse de pierres, de falaises inaccessibles, assez dures, au milieu de la mer, au milieu de l'océan. Et on contacte à ce moment-là, le capitaine du Revy contacte l'île parce qu'on ne débarque pas sur Pitcairn. C'est les Pitcairniens qui viennent vous chercher avec une baleinière. Parce que l'accès est assez compliqué, il faut surfer sur une vague, il y a tout un accès assez compliqué. Donc tout ça, bien sûr, ça fait monter une tension, ça fait monter une c'est magique, voilà, c'est complètement magique. Oui. Et donc quand la baleinière vient à notre rencontre, on a le sentiment d'avoir un bateau peuplé de fantômes qui reviennent vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ils vous emmènent à leur tour sur l'île, vous avez l'impression de passer de l'autre côté d'un miroir. Mais vraiment de l'autre côté d'un miroir. Vous êtes avec les mutins. On est avec les mutins, les descendants directs. Et puis surtout, on croise une histoire. On croise une histoire qui est en train de se dérouler finalement. Alors, on ne croise pas une histoire dans la mémoire, on croise une histoire qui se déroule. Actuelle. Alors nous allons revenir évidemment dans un instant sur tout ce qui s'est passé à Pitcairn, qui a fait la une de l'actualité il y a une petite dizaine d'années, enfin il y a 7 ans maintenant. Oui, c'est ça, en 2004. Oui. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur le sort de Fletcher Christian. On ne sait pas finalement, François Bellec, ce qu'il est devenu. Il y a un mystère sur son destin. Moi, je connais pas le sort de Fletcher Christian. Pour moi, il a été. Enfin, on a dit qu'il avait été tué par les naturels qui s'étaient un peu rebellés à un moment contre son mauvais pouvoir tyrannique. Oui. Décidément, ils étaient tous caractériels dans cette histoire. Pour un problème de femmes, parce que bien sûr. Les Polynésiens n'avaient d'abord aucune terre sur l'île, et ils n'avaient qu'une femme pour 2 hommes, contrairement aux Anglais qui avaient chacun une femme. Et 2 des mutins ont perdu leur femme par accident et ont récupéré 2 femmes dans la communauté polynésienne. Et c'est ce qui a déclenché les hostilités. Voilà. Oui, donc on pourrait presque dire qu'ils ont réinventé la civilisation ou les tout débuts. Ce sont des luttes tribales élémentaires qui se sont passées. Absolument. On est dans un cas de quasi-Robinson finalement. C'est une Robinsonade, l'histoire des derniers mutins de la Bounty. Absolument, ils se sont entretués. Personne par personne, il y a eu des clans, les femmes se sont regroupées, ont soutenu les mutins, elles ont assassiné elles-mêmes les Polynésiens, ensuite elles se sont retournées contre les mutins, elles ont quitté le flanc de l'île où ils s'étaient installés pour aller se réfugier et créer un fortin pour refuser toute violence. Les hommes ont fini par se massacrer et un après l'autre, les 2 derniers survivants ont rejoint ce fortin des femmes avec la Bible du Bounty, et c'est là qu'a démarré la communauté pitcairnienne d'aujourd'hui, c'est-à-dire autour de John Adams, qui est devenu le vieux sage, dont il avait appris auparavant à écrire et à lire par Ned Young, qui était l'autre survivant. Et donc il a monté sa communauté qu'ils ont trouvée en 1808, c'est cette communauté qu'on a retrouvée. Alors évidemment, lorsque nous évoquons ça maintenant, le phénomène téléologique fait qu'on pense que la Bounty, que les mutins, en tout cas ceux qui ont entouré Fletcher Christian, s'en sont plutôt bien sortis et qu'ils ont eu quasiment raison de se révolter. Mais si l'on regarde dans le détail de cette affaire, c'est une épouvantable tragédie. C'est une tragédie pour tout le monde, cette histoire. Le seul qui s'en sort finalement, et vous nous l'avez dit, Amiral Bellec, le seul qui s'en sort, c'est Bligh, qui va continuer, lui, sa carrière. Presque tous les autres ont été marqués à jamais, et dans le cas de Christian et de ses acolytes, je ne suis pas certain du tout que la vie qu'ils ont menée sur cet îlot, qu'on appellera donc plus tard Pitcairn, leur est convenue, était ce dont ils avaient rêvé. Oui, c'est ce qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est qu'entre l'idée
de la nouvelle citerre de Bougainville où on s'installe avec les Vaïnés, et puis cette île désolée, aride et assez affreuse, dans laquelle on vit comme des traqués, avec ces querelles internes pour les femmes, qui est d'ailleurs c'est une constante d'ailleurs de quelques affaires de mutinerie, ça. Mais c'est vrai que c'est une histoire. Moi, c'est ce qui me fascine dans cette affaire de la Bounty, c'est l'horreur du sort des mutins. Ouais, c'est dur finalement. Alors comment vit-on sur cet îlot de Pitcairn et comment continue-t-on d'y vivre aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Un extrait du chant d'amour tahitien utilisé dans les révoltés du Bounty. On vous retrouve Franck avec vos invités. Mes invités, l'amiral François Bellec, membre de l'Académie de Marine, qui publie, on peut dire, ça sort demain le roman, un roman qui s'appelle L'Arbre de nuit, aux éditions Lattès, on va en dire un mot dans un instant. Et puis Yves Gély, grand reporter, photographe, qui est allé à Pitcairn et qui en a d'ailleurs rapporté des photos qui sont visibles sur un site internet www.marine-océan au pluriel.com, www.marineocéan.com. On peut voir vos photos de Pitcairn. Et moi, j'ai sous les yeux là un très bel album composé d'aquarelles de Christian Henrich et de textes de Bertrand de Lesquen. Voilà, Bertrand de Lesquen qui était présent, enfin qui avait d'ailleurs que j'ai plutôt accompagné sur Pitcairn, qui avait initié ce voyage, qui est rédacteur en chef donc de cette revue Océan, qui permet de se faire une idée de à la fois de la désolation et de la sublimité de cette île, totalement isolée. Il y a une multiplicité de paysages extrêmement évocateurs. C'est très très beau finalement cette île. Alors il y a 47 habitants actuellement. Écoutez, quand on est allé, il y a 47 habitants. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 53. Ah bon. Voilà, ça a un petit peu bougé. Il y a eu une naissance en 2006, je crois. Première naissance depuis 1986 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il y a eu beaucoup de soubresauts sur cette île depuis 2004. Oui, on disait qu'en 2004, il y a eu donc ce procès. Il y a eu une accusation très grave de pédophilie. De pédophilie, absolument, sur mineurs. Qui a été lancé par des jeunes filles qui avaient quitté l'île pour la Nouvelle-Zélande et Norfolk et qui se sont qui ont mis en accusation la plupart des gens qu'on a rencontrés d'ailleurs. C'était à peu près la moitié des hommes qui étaient présents sur l'île, c'est-à-dire les caciques de l'île, quoi. Les descendants directs de Young, Christian, Quintal, etc. Et donc, ça a été très compliqué parce que d'organiser ce procès sur l'île. Vous imaginez, il a fallu amener tout le monde là-bas, les juges, les avocats. Le procès a eu lieu sur l'île même. Sur l'île même, absolument. Sur une petite salle d'audience où personne n'est venu parce qu'il y a une telle pression, vous imaginez, jamais sur l'île. Une prison a été construite, assez spacieuse, assez agréable finalement. Et tous ont été condamnés autour de 5 ans, entre 3 et 5 ans de prison. Ils en ont fait 2 à 3 ans dans ces prisons et ensuite sont retournés chez eux, mais ils n'ont interdiction de quitter l'île en gros parce qu'ils n'ont pas le droit de voyager, pas le droit de résider dans des pays étrangers. Donc la vie a repris, mais il y a une chose qui a changé, c'est que les Anglais et les Néo-Zélandais se sont un peu penchés sur le problème de l'île parce que c'est vrai que c'est devenu une actualité et donc ils ont créé des infrastructures, ils ont aidé un petit peu au développement de l'île, à l'ouverture de l'île sur l'extérieur. Quelle est la souveraineté, il faut le dire? Alors la souveraineté c'est anglaise bien sûr, mais le gouverneur vit en Nouvelle-Zélande, c'est un Néo-Zélandais et il y a un conseil de l'île qui préside depuis 2009 d'ailleurs, il y a eu un changement de constitution où l'île a pris beaucoup plus d'autonomie, avec le maire qui a beaucoup plus de pouvoir. Et donc le pouvoir est entre les mains de toujours ces familles, c'est-à-dire la famille Warren, depuis le début, où le maire avait été accusé justement de pédophilie. C'est son fils ou son cousin, je crois, qui est maire de l'île aujourd'hui. Et puis la famille Young aussi, qui est deputy mayor de l'île. Est-ce qu'on peut dire que depuis 2004, cette île fait donc un peu moins rêver? Écoutez, je pense pas. Je pense qu'elle est toujours aussi magique. Preuve en est, par exemple, un des accusés, Terry Young, dernièrement, il est mort il y a 1 an, et dans la tradition des Pitcairniens, il est tombé malade, une crise d'appendicite, donc il a été évacué. Mais évacué comment? Il a été évacué comme font les Pitcairniens, c'est-à-dire un SOS.
sur l'océan, un bateau détourné, la baleinière qui part sur les flancs du tanker ou du porte-container, on monte le malade, et puis direction la direction du porte-container, c'est-à-dire c'était, je crois que c'était Tahiti ou chose comme ça, et il est mort à bord du bateau. Donc ça veut dire que l'accès reste, si on n'a pas son propre bateau ou si on n'est pas... impossible. Voilà, c'est ça. Et les pitcairniens sont toujours tournés vers l'océan, et ont toujours le regard vers l'océan. Vous pensez qu'un jour Pitcairn sera déserte ? Vous pensez que les Pitcairniens seront capables de résister à tous les éléments ? Je pense que les Pitcairniens, je pense qu'il y a une génération qui a tourné la page, si vous voulez. Je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus pragmatique. Elle vient souvent, la plupart du temps, elle vient maintenant de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Angleterre. Et donc, ils ont une idée, ils se rendent compte que ce caillou a une valeur, est un vrai diamant quand même. Oui. Est un vrai diamant, parce que c'est quand même une portée historique et donc touristique très forte. Une évocation du passé, mais extraordinaire. Ils connaissent bien l'histoire de la Bounty, etc. eux-mêmes, oui, bien sûr. Oui. Écoutez, moi j'ai logé avec Bertrand de Lesquin chez Tom Christian, donc le descendant direct de Fletcher Christian, et pour nous faire plaisir, il nous a mis le soir une cassette du film. Ah oui, donc qui doit connaître il s'est endormi au quart du récit. On peut l'imaginer. Mais bon, comment accèdent les touristes ? Alors les touristes accèdent soit par voilier, enfin par bateau, c'est-à-dire des gens qui traversent Mais toujours avec cette navette, de toute façon. Ah oui, on peut pas, on n'approche pas. On n'approche pas de l'île. Alors, Amiral Bellec, est-ce qu'on peut dire que c'est un cas unique, cet épisode de la mutinerie des marins de la Bounty, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples de mutineries entre guillemets réussies, ou en tout cas qui ont débouché sur la création de quelque chose ? Oui, en fait, il y a eu assez peu de mutineries d'équipage, étant donné la rigueur du châtiment qui était la pendaison. Les capitaines craignaient surtout les désertions aux escales, et les bateaux se vidaient de leurs équipages aux escales, mais la mutinerie en mer, ça a été assez rare. Ce qui est très curieux, c'est que les plus fameuses mutineries, c'est des mutineries de chefs. Il y a la mutinerie de Magellan, les 3 grands d'Espagne qui étaient sous les ordres de Magellan et qui se sont mutinés au cours de son hivernage en Patagonie par 49 degrés et demi sud, c'est-à-dire à l'étude des Kerguelen. Ça a été très dur. Bon, ça s'est terminé aussi un peu dans le sang avec Gaspar Quesada qui a été écartelé par le cabestan de la Trinidad. Et puis il y a aussi l'affaire du Batavia, qui est une affaire absolument horrible. Oui, bien sûr. Alors là, la mutinerie est organisée par le commandant, le skipper, par le koopman, c'est-à-dire le marchand qui était le vrai patron de l'expédition commerciale, et par le maître d'équipage. Et puis le bateau s'est mis au sec sur les Gutman Albrolos par faute de navigation, mais une erreur d'estime à l'époque qui est tout à fait normale, avant que la mutinerie éclate. Le commandant, le maître et le koopman sont partis à Batavia sous le prétexte d'aller chercher du secours, ce qui était normal parce que personne n'aurait été les chercher. À la Veredict Ostindische Compagnie, on perdait pas d'argent, on perdait pas un gulden pour aller chercher des naufragés, donc il fallait qu'ils aillent chercher du secours. Ils avaient rien à manger sur cette île déserte, et pendant qu'ils sont partis, d'ailleurs à l'arrivée ils se sont fait mal accueillir parce qu'on leur reprochait au commandant d'être quand même rentré avec son marchand et avec aussi un gouverneur qui était à bord. Enfin, ils sont tous barrés. Et puis les mutins, eux, là, sont tombés dans une folie meurtrière et sexuelle, sont tombés sur les passagers et ont décidé de tuer les passagers parce on pouvait pas se nourrir. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Aggraver son cas. Ça a été épouvantable. Ça s'est terminé aussi par des mains coupées et des pendaisons. C'est une affaire horrible, organisée par le commandant, par l'état-major. Ça s'est passé en 1629, dans la nuit du 3 au 4 juin 1629, sur les Gutman d'Abrolos, sur la côte ouest de l'Australie. Ma question était à double détente, parce que ça nous amène au XVIIe siècle, qui est même au début du XVIIe siècle, qui est l'époque dans laquelle vous situez ce roman qui paraît chez Lattès. Ça s'appelle L'Arbre de nuit. C'est d'ailleurs passionnant. Dites-nous en un mot ce que c'est que cet arbre de nuit. C'est un arbre qui ne pousse que la nuit, qui ne fleurit que la nuit et qui ne se trouve qu'à Goa. On est donc en 1608 quand un cartographe français, une jeune veuve portugaise et l'apothicaire d'Henri IV s'embarquent pour Goa. C'est le début d'une très grande aventure. Ça s'appelle L'Arbre de nuit et c'est un roman très extrêmement bien documenté qui est signé François Bellec et qui sort demain donc chez Lattès. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir ouvert des horizons tout à fait inattendus aujourd'hui sur cet îlot
du bout du monde sur cet îlot perdu dans le Pacifique.